Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone. Je suis Hasmi Karakelian. À la une ce soir, un dossier explosif qui atterrit au Parlement arménien. Le gouvernement a officiellement lancé son projet de nationalisation des réseaux électriques d'Arménie. Un plan porté par le Premier ministre Nikol Pachinian qui divise déjà. À l'initiative du gouvernement, les députés sont réunis en session extraordinaire pour examiner le projet. Plusieurs textes ont été déclarés urgents et leur adoption pourrait se faire en procédure accélérée en seulement 24 heures. Cette mesure vise directement le propriétaire de l'entreprise, l'homme d'affaires Samvel Karapetyan, dirigeant du groupe russe Tashich, actuellement en détention provisoire. Le processus de spoliation des réseaux électriques d'Arménie va avoir un impact désastreux sur le climat d'investissement. Vous aurez beau tourner ça dans tous les sens, vous aurez beau l'enrober dans de belles formules, il s'agit d'un projet de confiscation, point final. Les termes que vous employez ne figurent nulle part dans ce projet. Il s'agit ici d'assurer la continuité des réformes dans un secteur d'une importance stratégique comme l'énergie. Et je suis certain que personne ici ignore les nombreux problèmes que nous rencontrons dans ce domaine, notamment concernant la fourniture d'électricité. Inutile d'épiloguer là-dessus, ce sont des faits. Voilà le véritable enjeu. Et la riposte ne s'est pas fait attendre. La famille Karapetyan lance un contentieux d'investissement contre l'État arménien. Ses avocats ont envoyé une notification officielle aux autorités, s'appuyant sur un accord bilatéral de protection des investissements. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de campagne lancée par le Premier ministre contre l'homme d'affaires. Rappelons que cette affaire a éclaté au grand jour après que Samvel Karapetyan a publiquement affiché son soutien à l'Église. Même si les discussions sur l'avenir des réseaux électriques avaient débuté bien avant. Et pendant que la scène politique intérieure s'abrase, le président arménien porte la voix du pays à l'international en visite de travail en Espagne. Vagan Khachaturian a participé à la conférence mondiale de l'ONU sur le financement du développement. Et depuis Séville, il a lancé un cri d'alarme. Il a souligné que les défis mondiaux comme la pandémie, le changement climatique et les tensions géopolitiques ont révélé de graves lacunes dans l'agenda international. Le président a dénoncé une baisse de l'aide au développement aux conséquences, je cite, dévastatrices. L'Arménie est classée parmi les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Pourtant, c'est aussi un pays en développement et sans accès à la mer qui fait face à des défis multiples. L'afflux de 115 000 réfugiés du Haut-Karabakh, des catastrophes climatiques à répétition et des difficultés à se connecter aux marchés mondiaux. Malgré tout, l'Arménie est contrainte de consacrer ses ressources limitées au service de sa dette publique de plus de 13 milliards de dollars au détriment du financement de ses besoins humanitaires, climatiques et de développement durable. Des défis économiques que le pays tente de surmonter en attirant les investisseurs. Mais dans le contexte actuel, l'Arménie est-elle encore une terre attractive? Entre les tensions géopolitiques et les obstacles administratifs, on pourrait en douter. Pourtant, de l'agriculture aux nouvelles technologies, les projets se multiplient. Atouts, menaces et perspectives d'avenir. Le reportage est signé Narine Roukassian. Agriculture, notamment la création de vergers et la sériculture, système de transport et de logistique, tourisme, industrie minière et technologie de l'information, tels sont les principaux secteurs qui suscitent l'intérêt des investisseurs étrangers en Arménie. Malgré un contexte géopolitique régional marqué par des changements et par le conflit arméno-azerbaïdjanais, en l'absence de traité de paix, de nombreux entrepreneurs de la diaspora et d'autres pays continuent d'investir en Arménie. C'est le constat de Gagik Makarian, directeur du Centre pour le développement socio-économique. Il y a de nombreux projets de petite taille, mais aussi des projets de plus grande envergure. Plusieurs projets d'une valeur de 150 millions de dollars sont actuellement en cours en Arménie. Les conditions climatiques favorables du pays, la qualité de ses terres et de son eau sont de véritables atouts pour les investisseurs étrangers dans l'agriculture. Dans le secteur des technologies de l'information, l'Arménie, forte de ses succès, est devenue un partenaire fiable pour de nombreuses entreprises américaines et européennes. Dans le domaine de la logistique, l'Arménie se positionne comme une plateforme de transit stratégique au carrefour entre l'Union européenne et l'Union économique eurasiatique, sur les axes nord-sud et est-ouest. Selon l'économiste, la création de grands centres logistiques et d'entrepôts serait également une piste d'avenir pour le pays. Selon l'économiste, la récente hausse des exportations arméniennes vers l'Union européenne témoigne d'une volonté de retrouver les niveaux d'avant 2015, époque où le commerce avec l'UE dépassait celui avec l'Union économique eurasiatique et la Russie. Et si le coût de la main-d'œuvre a augmenté, il reste très attractif pour les investisseurs étrangers, notamment dans le secteur du bâtiment.
Le système bancaire arménien est considéré comme très stable, ce qui attire également les investisseurs. C'est un atout d'un côté, un défi de l'autre. Les services bancaires sont devenus plus chers ces 2 ou 3 dernières années, et les banques réalisent des bénéfices considérables. C'est devenu un secteur très rentable. Gagik Makarian observe que la valeur des réserves minières de l'Arménie atteint les 4 000 milliards de dollars, un secteur qui reste donc pertinent et profitable. Selon lui, l'Arménie figure dans le top 10 mondial des exportateurs de molybdène. Le génie scientifique, la flexibilité au travail, nos capacités intellectuelles placent le pays dans le top 10 mondial. Des investissements sont attendus dans les secteurs industriels pour diversifier une production tournée vers l'exportation. Selon ces données, le volume des investissements a atteint près de 5 milliards de dollars au cours des 5 dernières années. Cependant, des obstacles demeurent, notamment les lourdeurs administratives et les diverses autorisations qui retardent certains projets. L'expert pointe aussi un autre côté mauvais, la corruption. Les investisseurs étrangers ne sont pas habitués à verser des pots de vin. Ce n'est pas une pratique acceptée dans leur pays. S'ils étaient découverts, ils seraient déshonorés chez eux et devraient en répondre devant la justice. Selon l'économiste, la guerre russo-ukrainienne pourrait paradoxalement ouvrir de nouvelles portes à des investissements en provenance de l'Union européenne. Les pays européens prévoient de développer leur industrie de défense, ce qui augmentera l'attrait pour les matières premières issues de notre industrie minière. Ces investissements pourraient permettre de créer des usines en Arménie pour y fabriquer des produits destinés à l'Union européenne. Cela signifie proposer des produits à des coûts compétitifs pour les consommateurs européens. L'économiste évoque également les perspectives d'investissement en provenance d'Iran, mais aussi de Turquie. La Turquie pourrait, dans le mauvais sens du terme, se livrer à un expansionnisme économique en Arménie. Y délocaliser un grand nombre d'entreprises et d'investissements, faire des acquisitions. L'objectif serait de placer l'Arménie sous sa dépendance économique, comme elle l'a fait en Géorgie. Enfin, les géants économiques de l'Est, la Chine et l'Inde, montrent également un grand intérêt pour l'investissement en Arménie. Un contexte régional marqué par une autre crise, bien plus politique celle-ci. L'escalade des tensions entre Moscou et Bakou, après la crise diplomatique, place à la menace de sanctions économiques en réponse au tollé provoqué par les descentes de police visant des Azerbaïdjanais en Russie. Moscou étudie la possibilité d'interdire l'importation de vin et de cognac d'Azerbaïdjan. Une menace qui fait suite à une série de mesures de rétorsion de la part de Bakou, notamment l'annulation de visites officielles et l'arrestation très médiatisée des dirigeants de l'agence de presse russe Sputnik Azerbaïdjan. Le point avec Diana Karapetyan. Ne oldu Cenab Putin. C'est par cette interpellation directe en turc qu'un commentateur d'un média d'État azerbaïdjanais a ouvert son éditorial hier. La cause de cette colère, des arrestations massives d'Azerbaïdjanais dans la ville russe d'Yekaterinbourg, au cours desquelles plusieurs morts ont été enregistrés. Cette nouvelle crise dans les relations russo-azerbaïdjanaises est liée à l'arrestation de suspects azerbaïdjanais dans le cadre d'une affaire de meurtre remontant à 2001 au café Caspian d'Yekaterinbourg. Au total, plus de 50 personnes ont été arrêtées. 2 d'entre elles, les frères du journaliste Seyfegin Hüseynli, sont décédés. Voici un extrait de cet éditorial au temps particulièrement virulent. Que s'est-il passé, monsieur Poutine? Êtes-vous donc si inquiet que l'Azerbaïdjan soit devenu une puissance régionale? Nous comprenons que vous avez l'habitude de gouverner des peuples que vous avez intégrés de force dans vos rangs. Mais le Kremlin et Poutine comprennent-ils que nous ne sommes plus en 1937, mais en 2025, et que les anciens pays alliés sont indépendants depuis plus de 30 ans? Comprennent-ils que rien n'est oublié, ni les répressions de Staline, ni le 20 janvier, ni l'occupation des territoires azerbaïdjanais menée par l'Arménie, mais derrière laquelle se tenait la Russie? Oui, par la main de la Russie et avec la participation de la Russie. Le scandale a désormais pris une dimension internationale. Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a exprimé sa préoccupation et son indignation aux chargés d'affaires russes, exigeant que les forces de l'ordre responsables de la descente de police soient tenues pénalement responsables. Parallèlement, la visite du vice-premier ministre russe Alexei Overtchouk, prévue ces jours-ci en Azerbaïdjan, a été annulée. Dans ce contexte, Bakou annule également tous les événements culturels prévus avec la Russie, a annoncé le ministère azerbaïdjanais de la Culture. Compte tenu des meurtres ciblés et des violences perpétrées de manière ostentatoire par les forces de l'ordre russes contre des Azerbaïdjanais sur la base de leur appartenance ethnique dans la région d'Yekaterinbourg, et du fait que de tels incidents sont devenus systématiques récemment, tous les événements culturels prévus en Azerbaïdjan avec la Russie, tant au niveau des structures étatiques que privées, y compris les concerts, festivals, spectacles et expositions, sont annulés. Dans ce climat, la tension russo-azerbaïdjanaise prend des contours plus nets, débordant sur le terrain politique et ethnique. Les événements d'Yekaterinbourg et maintenant de Voronezh sont perçus à Bakou comme un message très dur de Moscou. Mais la réponse n'est pas la soumission, c'est une réplique claire, Ne oldu Cenab Putin. Un nouvel équilibre des forces commence à se dessiner dans la région où Moscou est progressivement évincé de sa position de leader. C'est d'autant plus visible ces derniers jours, notamment après les visites du président Aliyev et du premier ministre Pachinian en Turquie. Un indicateur clair que les axes d'influence dans le Caucase sont déplacés au profit d'Ankara. Diana Karapetyan, Reopen Media.
Pendant ce temps, à Washington, le sort des réfugiés du Haut-Karabakh sera au cœur d'une réunion au Congrès américain le 8 juillet. Des parlementaires suisses viendront y présenter leurs efforts pour garantir un retour digne et sécurité des Arméniens. À leur côté, des figures comme l'ancienne ministre des Affaires étrangères Vartan Oskanian. Quelques mots de diplomatie pour finir. La Maison-Blanche confirme maintenir des contacts avec Téhéran, mais le chef de la diplomatie iranienne a rapidement tempéré les attentes, démentant tout projet de reprise des négociations formelles. Changement de cap majeur de Washington sur le dossier syrien. Le président américain a signé un décret qui annule une partie des sanctions contre le pays pour, je cite, soutenir la voie vers la stabilité. La levée reste toutefois partielle. Et enfin, cette annonce qui redessine les alliances dans la région. Le nouveau président iranien Massoud Pezeshkian se rendra à Stepanakert, actuellement sous contrôle azerbaïdjanais. Il participera les 3 et 4 juillet à un sommet de l'Organisation de coopération économique auquel le président turc Erdogan est également attendu. C'est la fin de cette édition. Sur le plateau a travaillé Hasmi Karakelian. Merci d'avoir nous suivis. À très vite.